Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, très heureuse de vous accompagner tout au long de cette soirée exceptionnelle de remise des prix des trophées PME. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'imaginais pas combien j'allais être passionnée et heureuse d'accompagner ce concours. Parce que derrière chaque dossier, chaque candidature, c'est une histoire humaine. C'est une idée, c'est de l'imagination, de la détermination, du travail et ça donne envie de se battre pour eux. Se battre pour ces aventures économiques que sont chaque PME, des histoires en devenir qui ont commencé avant nous et qui vont se poursuivre un peu grâce à nous. Au fond, c'est véritablement le tissu de la France et ça résonne avec ce qu'on fait chaque jour sur RMC dans Apolline Matin, montrer la France comme elle est, cette France qui se bat, qui parfois tombe et se relève, donner la parole à tous ces Français. Et plus que jamais cette année, on est extrêmement fiers d'être aux côtés de cette France-là. Ce soir, vous allez découvrir des hommes et des femmes qui croient en l'avenir, sinon ils ne se seraient pas lancés, qui ont du culot, qui ont des idées, et on va vivre ensemble une soirée de découverte. Bonsoir Anthony Morel. Bonsoir Apolline. On se dit jamais bonsoir, hein, parce que d'habitude, nous, on se voit à 6 h du matin. C'est ça, c'est pas les mêmes horaires. C'est plutôt bonjour. Anthony, c'est un peu vous qui m'accueillez aussi ce soir, parce que ces trophées PME, c'est une aventure que vous vivez depuis déjà plusieurs années. Et cette année, c'est bien sûr un contexte particulier. Oui, mais je pense que tout ce qui peut nous aider à échapper à la morosité ambiante est bon à prendre. Et le seul objectif qu'on a, nous, ce soir, c'est que tous ceux qui nous regardent repartent avec une grande bouffée d'optimisme, voilà, un grand coup de boost au moral avec toutes les histoires qu'on va leur raconter. On est allé puiser, j'allais dire, encore plus peut-être que les années précédentes, dans le vivier infini, parce que ça fait quand même 11 ans qu'on puise, du talent, de l'audace, du savoir-faire, de la créativité de nos PME. Et on en a les témoignages, je veux dire, tous les jours dans Apolline Matin. On leur donne la parole, on a des PME, des entrepreneurs. Chaque jour, vous nous faites découvrir, à chaque fois, vous nous dites ça, c'est une petite start-up française. Mais oui, mais on a eu des trucs de fou, je veux dire, ces derniers mois. On a eu des créations, on a eu des masques anti-buée, des tissus autodécontaminants, des robots anti-Covid. Et derrière tout ça, il y a évidemment des PME. En témoigne aussi le nombre de dossiers qu'on reçoit. On en a eu encore plus de 1000, près de 1000 cette année, ce qui est absolument massif, évidemment. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer le travail formidable de notre jury composé d'entrepreneurs, de partenaires, de personnalités RMC, parce qu'il faut rappeler que cette soirée, c'est l'aboutissement d'un long processus. C'est-à-dire que ces 1000 dossiers, il a fallu les décortiquer, les dépioter, les analyser pour en tirer la substantifique moelle. Alors en général, on a 7 jurés régionaux qui se réunissent lors de grandes soirées un peu partout en France, et c'est des moments qu'on adore, des moments conviviaux, des moments chaleureux. Et ça, on a tous été privés de ça. Voilà, exactement. Donc on l'a fait en visio cette année, mais quand même, à partir de ces 1000 dossiers, eh bien, on a tiré 42 finalistes dans 7 catégories. La PME responsable et durable, PME créative, PME fabriquée en France, jeune pousse, PME artisanale et pour la première fois cette année, PME solidaire. Et puis on a eu un jury national, vous en faites partie évidemment, qui a ensuite, j'allais dire, sélectionné la crème de la crème. C'était parfois vraiment une véritable bataille où on a chacun défendu les dossiers auxquels on croit. Voilà, pour déterminer les 7 lauréats qu'on va tous découvrir ensemble ce soir, qui repartiront avec un trophée magnifique et puis avec 100 000 € d'espace publicitaire sur RMC. Et donc on va les accompagner sur le long terme. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Hervé Bérou. Hervé Bérou, le directeur de l'information d'Altis Média. Bonsoir Apolline. Bonsoir Hervé. Bonsoir Anthony. RMC qui accompagne les PME, c'est logique au fond, c'est notre ADN. C'est logique et ça dure maintenant depuis plus de 10 ans. C'est la 11e édition, comme le disait Anthony. Ça a été porté pendant 10 ans par Jean-Jacques Bourdin et je suis heureux de lancer cette soirée avec vous qui prenez le relais cette année. Mais 10 ans, 11 ans bientôt, ça prouve qu'il y a quelque chose entre RMC et les PME. RMC, c'est la radio de la France qui bouge, qui se bouge, de l'audace, de l'imagination, de l'inventivité. Tout ça, ça colle évidemment aux valeurs des PME. Et c'est pour ça que nous sommes heureux depuis toutes ces années maintenant d'accompagner ces entreprises. Et puis que chaque matin, dans votre émission Apolline, mais aussi dans les grandes gueules, chez Neumann Le Chypre, on entend les petits patrons, les artisans, voire les auto-entrepreneurs. Enfin voilà, cette France qui aime aller de l'avant et qui colle avec l'image de RMC. Et qui a traversé une année particulière. Oui, parce que cette année, évidemment, il y a une
dimension supplémentaire. On en est malheureusement, de ce point de vue-là, la preuve ce soir. Il y a une notion de combat supplémentaire. Je parlais d'inventivité, d'imagination, mais il faut aussi se battre cette année. Il faut se battre parfois pour survivre, mais il faut aussi se battre encore un peu plus pour inventer, pour créer dans des conditions qui sont complexes. Donc cette année, en fait, cette soirée prend tout son sens, peut-être encore plus que d'habitude. Et c'est pour ça aussi qu'on sera heureux d'accompagner les lauréats grâce à un espace publicitaire sur l'antenne de RMC, de les aider à continuer à avancer. Et voilà, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup, Hervé. Merci, Hervé. Et puis on ne pouvait pas ne pas donner la parole à celle qui a accepté de chaperonner cette édition, la marraine de ces trophées 2020, la ministre déléguée en charge de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. On la retrouve tout de suite en duplex depuis l'Assemblée nationale. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Vous êtes donc ministre chargée de l'industrie. On le voit et on va le voir tout au long de cette soirée. La vitalité des entreprises n'a pas été mise à mal par la crise. Étonnamment, ça a presque boosté l'innovation et le nombre de créations d'entreprises n'a cessé de croître. Il y a un soutien indéfectible, c'est le quoi qu'il en coûte, y compris dans la création d'entreprises. Oui, alors d'abord, bonsoir à tous. Vous dire que je suis vraiment désolée de ne pas être parmi vous parce que cette édition, c'est l'édition de la positivité, c'est l'édition justement du dynamisme et du talent de la France. Et je suis retenue à l'Assemblée nationale auprès du Premier ministre pour parler stratégie vaccinale. Et comme vous le dites très bien, le soutien du gouvernement aux PME, il est indéfectible. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur battant de notre économie. C'est là que ça se passe. Elle développe l'innovation, elle développe l'emploi, elle développe la richesse sur les territoires. Et c'est notre rôle de faire grandir ces pépites et de faire en sorte que ça devienne de grandes et belles entreprises de taille intermédiaire. Agnès Pannier-Runacher, on le sent, il y a une forme d'impatience parce qu'il y a des entreprises qui souffrent, qui ont été aussi fermées pour bon nombre d'entre elles, notamment les commerçants, qui savent plus très bien s'ils peuvent espérer que le 20 janvier, il va véritablement y avoir des réouvertures. On le sent bien, ça sera peut-être plus difficile que prévu. Malgré tout, vous allez continuer à les poursuivre, à les aider, à les accompagner ? Malgré tout, on va les accompagner dans tous les cas parce qu'on sait que ne pas les accompagner, ce serait se tirer une balle dans le pied. Donc, d'abord, il y a toutes les entreprises qui continuent à fonctionner, vous l'avez très bien dit, qui continuent à se créer, qui continuent à innover, qui continuent à investir. Et on le voit dans le plan de relance. Moi, je pilote particulièrement le volet industriel. Et ce qui est frappant, c'est le nombre d'entreprises qui arrivent avec des projets où elles prennent des risques, où elles investissent, où elles préparent le futur. Et pour les entreprises qui sont aujourd'hui empêchées de travailler normalement, nous faisons feu de tout bois pour les accompagner jusqu'au bout, pour faire en sorte qu'elles passent ce cap, qu'elles ne se séparent pas de leurs salariés, parce qu'on sait tous que derrière des entreprises, c'est des emplois, c'est des talents, c'est des savoir-faire, et que rien n'est pire pour une entreprise que de perdre le meilleur de ses talents, et au moment du redémarrage, de ne plus savoir comment faire, ne plus pouvoir recruter rapidement. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être notre marraine, la marraine de cette édition des trophées PME. Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de l'industrie. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première catégorie. Anthony, la catégorie responsable et durable. Catégorie responsable et durable. Responsable et durable. Voilà de très jolis mots. Malheureusement, trop souvent, vides de sens. C'est-à-dire que les entreprises responsables et durables, il y en a beaucoup qui en parlent, il y en a très peu qui le font. Et nous, dans cette catégorie, ce qu'on veut récompenser, c'est des entreprises qui ont dans leur ADN le responsable et le durable, des entreprises qui cherchent, et si possible, qui trouvent des solutions concrètes pour optimiser l'utilisation des ressources naturelles et de l'énergie, pour expérimenter de nouvelles formes d'agriculture innovante, pour trouver des alternatives au plastique, pourquoi pas, ou encore pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Quelques chiffres qui donnent quand même le vertige. En France, 10 millions de tonnes de déchets alimentaires produits chaque année, 20 à 30 kilos d'aliments jetés par personne, dont 7 kilos encore emballés. Alors c'est vrai qu'on a une loi anti-gaspillage depuis 2016 qui oblige la restauration collective, les supermarchés à donner leurs invendus à toutes les associations qui en feraient la demande. Mais enfin quand même, le chemin est encore long. Et surtout, c'est une problématique qui est à la fois environnementale, mais qui est aussi
économique, parce qu'à la clé, il y a un gaspillage de 12 milliards d'euros par an. C'est à peu près 150-200 euros par personne qui pourraient probablement être un peu mieux investis que dans des paquets de yaourts qu'on jette à la poubelle sans les avoir ouverts. Et on a des solutions qui commencent à arriver, en témoigne le nombre de dossiers que l'on reçoit chaque année. Et pour remettre ce prix de la PME responsable et durable, on va accueillir tout de suite Christophe Arrigan, le directeur général de la Mutuelle Générale. Bonjour, soyez le bienvenu. Christophe Arrigan, qui allait donc remettre ce prix responsable et durable. Vous êtes à la tête des Mutuelles Générales. Parlez-nous de votre entreprise. Que fait la Mutuelle Générale ? Alors, la Mutuelle Générale est le troisième acteur mutualiste de la santé et de la prévoyance en France. Ça veut dire que nous protégeons les particuliers et les entreprises. Et au total, nous comptabilisons 1,5 million de personnes protégées en France et plus de 10 000 entreprises. Alors finalement, protéger, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire leur apporter des couvertures qui sont nécessaires à la bonne santé et à la bonne performance de l'entreprise. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et l'entreprise, la Mutuelle Générale, eh bien, elle est présente sur tout le territoire. Et avec près de 2000 collaborateurs, nous réalisons un chiffre d'affaires d'1,2 milliard d'euros. Mais la Mutuelle Générale, c'est aussi une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire que nos résultats sont entièrement réinvestis au bénéfice de nos assurés, au bénéfice de nos actions de solidarité et au bénéfice de notre innovation. Et vous allez justement accompagner au quotidien les PME, les TPE sur les enjeux de protection sociale et de santé. C'est très important, on l'imagine bien, pour tous les patrons qui nous écoutent. Effectivement, notre conviction est simple. C'est que la performance économique d'une entreprise dépend de sa performance sociale. Ce sont les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien dans les entreprises qui font sa performance. Il est donc essentiel de bien les protéger. Et nos équipes apportent ces solutions de protection en santé, en prévoyance, mais je dirais pas uniquement en santé, en prévoyance. Depuis quelques semaines, nous avons lancé une nouvelle activité de service, une activité de service innovant, qui apporte de la flexibilité et qui apporte surtout de la performance et du bien-être aux salariés et à leurs chefs d'entreprise. Et on en a particulièrement besoin en ce moment parce que la flexibilité, notamment dans ce temps où il est si difficile de prévoir. Découvrons justement ensemble le lauréat de la catégorie responsable et durable. Avec plaisir. Too Good To Go a été créé suite à un constat. Un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde finit à la poubelle. Et la première solution qu'on a eue, c'était créer une application qui allait connecter des commerçants qui allaient avoir des invendus à la fin de la journée avec des habitants de quartier qui allaient pouvoir sauver ces invendus à un prix réduit. Cette application pouvait offrir une alternative performante pour éviter le gaspillage. On a eu beaucoup de nouveaux clients qui nous ont connus grâce à Too Good To Go et qui maintenant sont des fidèles. C'est très positif en tant qu'individu, en tant que professionnel et c'est très positif pour la planète. Aujourd'hui, on va aller plus loin parce qu'on va être un mouvement de lutte contre les gaspillages alimentaires. Donc on a mis en place un pacte avec les industriels et la grande distribution. On a aussi mis en place une charte Ma Ville Anti-Gaspi avec les maires. Et aujourd'hui, on lance un projet éducation pour vraiment embarquer les enfants dès le plus jeune âge dans la lutte contre les gaspillages alimentaires. Bonjour Sarah Chouraki, vous êtes la directrice générale de Too Good To Go. Bravo, on vient de vous découvrir, votre entreprise. Vous luttez donc contre le gaspillage alimentaire, une entreprise que vous avez créée en 2016. Racontez-nous, l'idée de Too Good To Go, c'est de mettre en relation les consommateurs et les commerçants via l'application. Ça marche comment ? Donc, tout à fait. Donc, Too Good To Go a été créé il y a 4 ans pour vraiment donner une solution simple pour lutter contre les gaspillages alimentaires au plus grand nombre. Donc du coup, la première solution, c'est en effet l'application. Il faut télécharger l'application et ensuite, on va géolocaliser autour de chez soi des invendus qui vont être mis à disposition par des commerçants qui, au lieu de le jeter à la poubelle, vont le mettre à disposition sur l'application. Ensuite, on le réserve et on va pouvoir en fait aller le chercher à la fin de la journée, au moment où il faut, pour un tiers du prix. Et cela, ça va être en effet un côté gagnant-gagnant-gagnant, puisque le commerçant va avoir créé de la valeur sur quelque chose qu'il n'en avait pas, qu'il aurait fini à la poubelle. L'utilisateur va pouvoir l'acheter à un tiers du prix et sauver du coup aussi un panier. Et aussi la planète, puisque à la fin, en fait, le gaspillage alimentaire, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça qu'on doit lutter contre le gaspillage. Et ça rentre dans les...
Ça rentre dans les habitudes. Ouais, absolument. Enfin, l'appli est géniale et elle est de plus en plus utilisée et elle est de plus en plus utile aussi. C'est-à-dire que quand on essaye de se géolocaliser et donc de voir tous les commerces disponibles autour de soi, il y en a de plus en plus. Moi, ça fait quelques années que je l'utilise et on voit qu'il y a de plus en plus de partenaires, d'offres. Les boulangeries, il y en a énormément maintenant et c'est vrai que c'est une appli absolument formidable. Je sais et pas donc le développement se poursuit. Tout à fait. Du coup, on est hyper content aujourd'hui de gagner ce trophée pour le dédier justement à tous ces gens qui nous aident aujourd'hui à lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est 15 000 commerçants en France, donc vraiment partout présents dans la France, donc pas du tout à Paris, c'est vraiment partout, que ce soit des supermarchés, des boulangeries, des primeurs, enfin c'est vraiment du petit au gros. Et le nombre d'utilisateurs, c'est on a 8 millions d'utilisateurs en France. Et du coup, tous ensemble, on a réussi à sauver 20 millions de repas en France. Donc c'est énorme en fait comme impact. Félicitations, félicitations. Merci à tous les deux. Vous pouvez récupérer votre trophée, vous l'avez bien mérité. Merci beaucoup. Merci. Et on va essayer de rêver un peu avec la nouvelle catégorie qui est la catégorie créative. Oui, PME créative. Alors là, ça ne vous surprendra pas, Apolline, si je vous dis que c'est ma catégorie préférée, moi qui adore l'innovation. C'est un peu le trophée, moi je le surnomme le trophée du savant fou, parce que c'est là qu'on a les idées les plus dingues, j'allais dire, les plus innovantes, j'allais dire. Alors dans la Silicon Valley, vous savez, on dit les plus disruptives, c'est un mot un peu moche, un barbarisme. Ouais, ça me plaît. Moi, j'aime bien. Je suis très Silicon Valley, moi, vous savez, comme garçon. Non, mais ici, en fait, plus sérieusement, ce qu'on veut mettre en avant, ce sont des PME qui ont mis au point une invention, une nouvelle technologie, un nouveau processus de fabrication, un nouveau type de service ou d'organisation qui n'existait pas jusque-là. Et de toutes les catégories, c'est sûrement celle qui met le plus en avant cette inventivité de nos PME dont on parlait rapidement en introduction et qu'on retrouve à la fois dans le nombre de dossiers qu'on reçoit, parce que c'est une des catégories les plus populaires, et puis aussi dans certains chiffres comme par exemple le nombre de brevets déposés en France chaque année. On est à plus de 15 000 brevets déposés en France chaque année, c'est absolument massif. On est parmi les champions du monde. Cocorico. Mais oui, bien sûr. Alors on est derrière quand même les États-Unis, la Chine qui ont un tout petit peu plus d'habitants que nous. On est derrière l'Allemagne. C'est vrai qu'on pourrait faire un peu mieux et le Japon. On se situe quand même pas trop mal et ça montre qu'on a des ingénieurs qui sont brillants, qui sont inspirés et qui travaillent évidemment au service de nos PME. Bref, ce qu'on cherche à mettre en avant dans cette catégorie, ce sont les PME qui nous aident à imaginer comment on vivra demain. Et pour remettre ce trophée de la PME créative, on va accueillir tout de suite Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC. Bonsoir. Bonsoir Gilles Gâteau, soyez le bienvenu. Vous êtes le directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. On dit que les crises, souvent, finalement, ça accélère l'innovation, ça accélère les changements. Mais ça, souvent, on le réalise vraiment a posteriori. Sur le moment, on a quand même l'impression, notamment en ce moment, avec cette crise, que tout est un peu sur pause. Alors, c'est vrai que cette crise est un moment d'accélération extraordinaire, pour le meilleur et pas toujours pour le meilleur. Ce que vivent les cadres aujourd'hui, puisque l'Association pour l'emploi des cadres s'adresse d'abord à eux, les cadres et les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail, c'est cette difficulté d'emploi et de trouver sur un marché du travail qui s'est rétréci. Mais à côté de ça, comme dans toute crise, il y a des opportunités. D'abord, il y a toujours des embauches et des entreprises qui cherchent des compétences et parfois qui peuvent avoir encore du mal à en trouver. Donc il y a ces opportunités. Et puis il y a dans le travail un certain nombre de changements qu'on a subis, parfois un peu dans la douleur avec le télétravail, mais qui vont changer beaucoup. Et qui vont changer notamment pour les cadres. Le travail de demain, absolument, en posant peut-être une autre façon d'habiter, peut-être pas à côté de son entreprise, peut-être plus loin. Voilà, ça va recomposer finalement beaucoup de choses dans le travail, si on prend cet exemple du télétravail. Donc les crises, oui, à la fois on subit, à la fois il faut de la résilience pour dépasser ces moments de crise, et celle-là, elle est brutale, elle est violente, mais en même temps des opportunités, et on a un bon exemple avec cette PME récompensée. Et justement, on va la découvrir ensemble. Découvrons tout de suite le lauréat de la catégorie créative. Les
principaux atouts de Shark Robotics sont la maîtrise totale de la chaîne de valeur. Et le deuxième atout de Shark Robotics, c'est les capacités d'innovation. Ce sont les clients qui viennent nous voir et nous, on tente de solutionner leurs problèmes en tenant compte des contraintes opérationnelles sur le terrain, en ayant toujours à l'esprit de faire le robot le plus utile possible. C'est une PME, donc une petite structure avec réellement une certaine cohésion entre les équipes. Les dirigeants adoptent un management où ils se positionnent comme coach et leader avec les collaborateurs. Ils nous accompagnent dans notre montée en compétences. Nous avons chez Shark Robotics 2 axes de développement. Le premier dans le domaine de l'énergie. Les robots de chez Shark Robotics sont équipés avec des batteries électriques. Également, nous souhaitons nous investir dans le spatial. Bravo, bravo à tous les deux qui êtes là ce soir. Cyril Cabarat, vous êtes le cofondateur et associé de Shark Robotics. Et Manon Vernemouze, vous êtes la directrice de la communication. Bravo, franchement, on vous entendait parler des robots utiles. C'est vraiment ça qui définit Shark Robotics. L'un de vos robots avait déjà aidé les sapeurs-pompiers pendant l'incendie de Notre-Dame de Paris. On s'en souvient, on l'avait découvert à ce moment-là. Et à nouveau, vous vous adaptez, vous vous mobilisez maintenant contre le coronavirus avec un robot terrestre de décontamination. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Effectivement, donc Shark Robotics conçoit et fabrique des robots donc entièrement fabriqués à La Rochelle, donc on fait du 100% made in France, qui permettent d'éloigner l'homme du risque dans différents secteurs d'activité qui sont la sécurité, la défense ou le monde de l'industrie de manière générale. Et à l'occasion de la crise du coronavirus, on a prêté main forte et on a développé ce robot de décontamination qui permet de pulvériser, de nettoyer 20 000 m² en 3 heures. On le connaît bien, hein, parce que Anthony, vous l'avez même emmené dans ce studio. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, déjà, quand on parle de robots, je ne suis plus moi-même. Mais là, Shark Robotics, ça fait partie de mes chouchous. Il faut quand même préciser qu'ils ont tapé dans l'œil d'une entreprise qui s'appelle Boston Dynamics, qui est l'entreprise la plus avancée au monde en matière de robotique, une entreprise américaine. Incroyable, avec leur chien robot qu'on avait fait venir en plateau. Et donc voilà, c'est une consécration incroyable pour Shark Robotics. Ça fascine les robots, on les a vus, on est même étonnés quand on voit ce robot qui a l'air d'un chien qui se promène dans le studio. Ça fascine et en même temps ça fait peur. On se dit, au fond, est-ce que les robots vont pas remplacer les humains ? Est-ce que vous pouvez nous rassurer là-dessus ? Je pense qu'il y a toujours une crainte vis-à-vis du fait que les robots peuvent être dangereux pour l'homme, mais je pense qu'il faut écarter tout ça et voir leur utilité sur le terrain, voir comment ils peuvent être un outil pour l'homme et pas contre l'homme. Et il faut aussi voir l'aspect positif plus que négatif. Et c'est quoi la suite, du coup, maintenant, pour Shark Robotics ? On a l'impression que pour vous, c'est infini. Alors les perspectives de développement pour Shark Robotics, c'est avant tout le software et l'intelligence artificielle, puisque comme vous le voyez, donc, on fabrique tout, la partie hardware, donc la partie métal de nos robots. Maintenant, l'idée, c'est de mettre de l'intelligence dedans pour prêter main forte aux hommes, et aussi dans le domaine spatial, puisque nos robots servent dans des domaines très délicats et difficiles. Donc aujourd'hui, on a des débouchés dans ce domaine. Donc vous allez les envoyer dans le ciel ? Oui, en plus, à l'occasion, au moment du confinement, en mars dernier, on devait s'envoler aux États-Unis. On était invité par les équipes de Jeff Bezos pour l'événement Mars 2020 qui réunit les 200 plus grandes pointures du domaine spatial et robotique. Alors ce n'est que partie remise, on espère y aller en 2021. Eh bien bravo, un grand bravo à vous deux, merci à vous trois. Bravo. Et vous pouvez donc récupérer votre trophée, vous l'avez bien mérité, merci. Bravo et merci beaucoup. Anthony, on poursuit notre soirée avec cette catégorie, la catégorie fabriquée en France justement, qui aurait pu être aussi celle de Shark Robotics. Oui, absolument. Fabriquée en France, alors c'est une notion, une thématique qui sont au cœur de l'actualité et qui vont le rester. On parle quasiment tous les jours de relocalisation, de réindustrialisation, de souveraineté industrielle de la France. Et c'est vrai que cette crise sanitaire, elle nous met quand même face à nos réalités. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point on a besoin aujourd'hui d'avoir des capacités de production chez nous, dans notre pays. Et on ne parle pas seulement des masques chirurgicaux ou du gel hydroalcoolique, c'est vrai dans tous les domaines. Et d'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. C'est-à-dire qu'on voit, alors il y a tout un tas d'études qui sortent, mais que, par exemple, il y a un Français sur deux qui dit qu'il achète en priorité du Made in France depuis le début de la crise sanitaire. Donc il y a une vraie volonté. Mais oui, il y a un acte militant quasiment. Il y a les 3/4 des Français qui disent même qu'ils sont prêts à payer plus cher pour du fabriqué en France. Mais derrière, il y a un problème. C'est que le fabriqué en France, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que c'est une notion qui est finalement très vague juridiquement. Alors je vous donne le critère qui est quand même très très vague. Il suffit que la dernière transformation substantielle d'un produit soit réalisée sur le territoire. Ouais. Donc vous avez des cornichons qui sont produits en Chine, ils sont mis en boîte, ils sont conditionnés dans le Loir-et-Cher, vous mettez un drapeau tricolore, c'est du Made in France. Non, nous ce qu'on veut récompenser à travers ce trophée, c'est justement... On a été très exigeants. Exactement. On a pris en compte un label qui est un petit peu différent, qui s'appelle le label référent Origine France Garantie. Et là, les conditions sont drastiques. Il faut que le produit prenne ses caractéristiques et sa forme distinctive en France et que plus de 50% du prix de revient du produit soit acquis en France. Et là, du coup, c'est beaucoup plus compliqué de
faire des petits arrangements avec la vérité. Donc voilà, pour ce prix du fabriqué en France, ce trophée, eh bien on va d'abord accueillir celui qui va remettre ce trophée, le président et cofondateur d'Opéra Énergie, Jean-Sébastien Demouve. Bonsoir Jean-Sébastien Demouve, soyez le bienvenu. Vous êtes le président et cofondateur d'Opéra Énergie. Opéra Énergie, c'est une solution de comparaison Énergie Pro qui est donc simple et innovante et qui permet de trouver le meilleur contrat d'Énergie Pro en quelques clics. Vous venez remettre le prix fabriqué en France, le Made in France, le patriotisme économique, on en parlait à l'instant avec Anthony, on en entend beaucoup parler en ce moment. Est-ce que vous croyez que le acheter français, ça a de l'avenir et que ça va tenir ? Ah, il faut qu'on y arrive, il faut défendre l'industrie française, il faut défendre l'artisanat français, c'est très important, bien sûr pour les emplois induits, mais aussi pour notre savoir-faire, notre économie en général, et donc naturellement, il faut soutenir le Made in France. Ça vous tenait à cœur particulièrement ? Particulièrement. Nous, notre travail, c'est d'aider les entreprises à faire des économies sur leurs charges, et donc on se bat quotidiennement pour la compétitivité des entreprises, et donc cette catégorie, naturellement, on a souhaité la parrainer. Elle vous allait bien. Ouais. Découvrons du coup tout de suite le lauréat de la catégorie fabriqué en France. La particularité chez Indiscrète, c'est que le produit est personnalisable ou adaptable à la morphologie de la personne. Ayant l'activité, la production ici, nous pouvons nous permettre de fabriquer à la commande. Par exemple, pour une femme qui a eu un cancer du sein, eh bien, nous pouvons lui permettre d'accéder à la même lingerie que les autres femmes. J'ai choisi de travailler chez Indiscrète. Tout d'abord, c'est travailler français. Ensuite, Indiscrète propose des conseils sur la façon de porter son soutien-gorge et surtout, il y a un suivi du client. Les projets d'Indiscrète, c'est avoir beaucoup de commandes, développer tous les modes de distribution d'Indiscrète et faire grandir et qu'Indiscrète soit reconnu au niveau national et voire international. Bonsoir à toutes les deux. Franchement, c'est une magnifique histoire. On est extrêmement heureux et particulièrement touchés, je l'ai été au moment du jury, je peux le dire, par votre histoire, par l'histoire de votre entreprise, au fond qui se confond avec votre histoire à chacune, parce que c'est vraiment une aventure que vous avez vécue. Béatrice Mongella, vous êtes co-gérante et fondatrice de l'entreprise Indiscrète. Christelle Bois, vous êtes co-gérante. Usine de manufacture de lingerie, installée donc à Chauvigny, dans la Vienne, qui a été créée en 2010. En 10 ans, on peut le dire, vous avez tout connu avec votre entreprise, pour le meilleur et parfois pour le plus dur. Le redressement judiciaire, les difficultés financières, un drame humain également. Quand en août 2018, Didier Degrand, qui était cofondateur, s'est donné la mort. Mais malgré ces difficultés, vous avez tenu, vous vous êtes relevé, vous en êtes la preuve vivante aujourd'hui. Et j'ai tout simplement envie de vous demander comment vous avez fait pour tenir, qu'est-ce qui vous a motivé ? En fait, ce qui nous a motivés au travers de ces différentes épreuves, c'est vraiment tout le soutien que nous avons pu recevoir depuis septembre 2018 et du soutien de particuliers, d'entreprises, de toutes parts des médias et ce soutien nous a permis de remonter la trésorerie et de faire face et de nous apporter toute cette force dont on avait besoin. Et puis vous l'avez traversé ensemble. On sent vraiment que chacune est fière aussi de travailler dans votre entreprise. Oui. C'est vrai que de se serrer les coudes dans les épreuves, on en ressort plus fort. Et ça a été avec toute l'équipe, avec toutes les demoiselles indiscrètes, avec toutes les clientes, et ça a été notre force. Et vous avez su vous adapter. On le sent bien, de toute façon, il y a une résilience chez vous. Il y a vraiment l'envie d'y aller, de porter, de cette fierté qu'on ressent chez chacune de vos salariés. Vous vous êtes adapté aussi à cette année si particulière, puisque vous avez aussi fait des masques. Tout à fait. À partir du mois de mars, on a fabriqué que des masques, ce qui nous a permis de ne pas faire appel au chômage partiel et de faire face encore à cette difficulté en 2020. Et là encore, le destin ne vous a pas fait de cadeau parce que vous avez été cambriolé, je crois, cette année, c'est ça ? Oui. En février, donc juste avant que vous vous lanciez dans les masques. Et puis il y a aussi une chose sur laquelle je voulais insister, c'est que dans la lingerie, vous vous êtes aussi adapté à un monde dont on parle assez peu et que vous avez décidé d'accompagner, qui est aussi ces femmes qui ont eu des cancers du sein et pour lesquelles vous vous êtes adapté aussi.
L'idée d'Indiscrète, c'est vraiment répondre à toutes les femmes. C'est une lingerie créée par Christelle, une femme, pour des femmes, alors aujourd'hui aussi pour des hommes. Et c'est vrai que pour nous, c'était important de pouvoir aussi donner cette possibilité à ces femmes touchées par un cancer du sein d'accéder à la même lingerie que tout le monde et se retrouver femme à nouveau après la maladie. Eh ben, franchement, bravo à toutes les deux. On est à la fois fiers, émus aussi d'avoir pu découvrir votre histoire et de vous accompagner du coup, puisque vous serez donc présente sur l'antenne d'RMC et ça sera vraiment pour notre plus grand bonheur. Bravo, bravo à toutes les deux. Merci à tous les trois et vous pouvez donc récupérer votre trophée. Bravo. Merci beaucoup. Et Anthony, on poursuit avec la catégorie Jeune Pousse. Absolument. Catégorie jeune pousse, une bouffée, j'allais dire, de fraîcheur et d'audace pour cette catégorie de la jeune pousse. On a voulu mettre à l'honneur les jeunes entreprises les plus prometteuses. Et leur point commun, j'allais dire, ce sont des aventuriers. Alors, l'entrepreneuriat est une aventure, mais les startups, et vous savez, Apolline, que j'en côtoie pas mal, sont des aventuriers particuliers. Il faut quand même avoir quelques petits chiffres en tête. Une start-up en France, 60% des startups françaises vivent moins de 4 ans. Le taux d'échec total, au final, c'est 90%. Vous imaginez la dose de motivation, de hargne, d'envie qu'il faut avoir pour lancer un projet, y mettre toute son énergie, y mettre ses économies parfois, en sachant dès le début que vous avez 9 chances sur 10 d'échouer. Mais voilà, c'est le mythe de la Silicon Valley, le mythe du petit gars dans son garage qui bidouille un truc et puis ça se retrouve le moteur de recherche Google ou ça se retrouve être le premier Mac et l'entreprise devient Apple. Nous, c'est ce qu'on espère, évidemment, c'est découvrir les prochains Apple, les prochains Google. Et d'ailleurs, mini parenthèse, mais il y a un vrai enjeu autour de ça, de souveraineté numérique. On s'en rend compte aussi avec cette crise sanitaire, qu'on est tous drogués à tous ces outils américains. On utilise tous Zoom pour le télétravail, alors qu'il y a des PME françaises formidables qui proposent des alternatives. On a besoin de booster nos PME innovantes, nos startups innovantes. Alors on a des signes encourageants, on a des chiffres. Par exemple, 4,5 milliards d'euros levés l'an dernier par nos startups et des belles levées de fonds, parfois 100, 150, 200 millions d'euros. Et on commence aussi à avoir un très joli cheptel de licornes. Vous savez, les licornes, ce sont ces startups qui très vite vont avoir une valorisation de plus d'1 milliard de dollars. On en a une dizaine en France. Tout ce qu'on espère, c'est que la prochaine se trouve parmi nos lauréats de ce soir. Et pour remettre ce prix à, espérons-le, notre future licorne, le président du directoire d'Inextinso, Antoine de Rittmaten. Bonsoir. Antoine. Bonsoir Antoine de Rittmaten, soyez le bienvenu. Vous êtes le président du directoire d'Inextinso. C'est un cabinet d'expertise comptable qui accompagne de nombreuses entreprises en France, dont des jeunes pousses. Vous les voyez donc, ces jeunes pousses. Elles vont comment ? Alors, donc, on accompagne effectivement 100 000 entreprises par an et sur ces 100 000, il y a 8 000 entrepreneurs jeunes pousses. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont beaucoup plus agiles qu'une entreprise plus grande. Et donc, elles vont se lancer sur des idées. Et le confinement a généré des idées. Donc, en fait, il y a beaucoup de création d'entreprises en ce moment. Donc, il y a des idées. Par contre, la difficulté, c'est de trouver le financement, le nerf de la guerre, pour justement pouvoir se lancer. Alors, nous, ceux qui viennent nous voir, on essaye de leur dire au début, créer une société, bénéficier comme ça du Pôle emploi pendant que vous lancez votre entreprise, plutôt que de se lancer comme sans filet. Donc, on essaye de les aider sur certains points. Vous le disiez, et Anthony le disait à l'instant, c'est quand même, il y a beaucoup de pertes chez les startups. Bien sûr, beaucoup de taux d'échec. Mais malgré tout, il y a cette envie, y compris cette année, de créer et d'oser créer son entreprise. Alors, d'abord, une petite précision. Le taux de 90%, en fait, il réduit fortement à 50%, ce qui est déjà beaucoup, lorsque les entreprises sont accompagnées. D'accord ? Donc, ce qui est exactement votre rôle. Alors, c'est notre rôle, mais c'est aussi le rôle des réseaux. On ne va pas en citer tous, mais effectivement, que ce soit entreprendre, que ce soit les premières pour des femmes entrepreneurs. Donc, tous ces réseaux-là, c'est très important. Ne pas être seul. Ne pas être tout seul, se faire aider. On n'est généralement pas spécialiste de tous les domaines. Donc, soit on est bon commercial, soit on a une idée sur un produit, mais à ce moment-là, la gestion, ce n'est pas forcément notre idée. Donc, il faut avoir l'aide autour de ça. Et l'autre aspect important, c'est que
le premier financement est clé, puisque dès qu'on a un financement, ça appelle d'autres financements et les gens préfèrent prêter à des gens à qui on a déjà prêté. Hein, donc c'est toujours pareil. C'est toujours un peu pareil. Il faut avoir pareil. mis le premier pied dans la porte. Eh bien, découvrons ensemble tout de suite le lauréat de la catégorie Jeune Pousse. Je m'appelle Mohamed Erafi, je suis technicien de bureau d'études dans la résistance des matériaux. J'ai créé Gravipack. Quand vous avez un sac à dos, qu'est-ce que vous faites? Vous tirez en avant les bretelles pour soulager les épaules tout simplement et le rachis cervical. Le Gravipack soulage les épaules de 92% par rapport à un sac classique. Et en plus, il y a un système Airflow derrière le sac qui vous permet de ne pas transpirer. Les perspectives de développement, c'est uniquement national à ce jour, mais demain, c'est l'international, c'est le monde entier. Car tout le monde a un sac à dos, tout le monde souhaite que son sac à dos soit léger. Bonsoir Mohamed Erafi. Bravo, franchement. On se dit, quand on découvre votre entreprise, quand on découvre votre invention, que c'est l'idée toute simple qui va nous faciliter la vie au quotidien. Parce qu'on a tous des sacs à dos et on souffre tous, parce que les sondages le montrent, 9 Français sur 10 disent qu'ils souffrent du dos. Cette idée que vous avez eue d'inventer ce sac à dos qui permet de ne pas être lourd, votre innovation, elle vient d'abord d'une expérience personnelle. Vous aviez mal au dos, vous vous êtes dit, il faut que je trouve une solution? Oui, tout à fait. Donc, j'avais toujours un sac à dos. Dans ce sac à dos, il y avait ma vie. Et vous mettez vos pouces pour tirer en avant, pour libérer les ligaments qui tiennent l'architecture corporelle. Je suis ferronnier d'art et je maîtrise les métaux. Et j'ai pris 2 tiges en métal que j'ai mis dans les bretelles. Et sans le savoir, ça a soulevé le sac et ça a transféré le poids sur le centre de gravité du corps humain. C'est-à-dire que le centre de gravité il est au nombril et ça l'a transformé sur les muscles du côté. Ça s'appelle un exosquelette, c'est ça? Bah oui, je crois que franchement, ça donne envie. On en avait, pour être honnête, on en avait parlé à l'antenne de ce sac Gravipack. Moi, parce qu'il vous a déjà tapé dans l'œil. Bien sûr, mais évidemment, non, mais je trouve ça génial. Alors, non, mais effectivement. Vous pouvez tester aussi, je veux pas faire. C'est le scolaire, mais. Oui, mais écoutez, c'est pas grave, ça vous ira très bien. Je veux pas faire le mode téléachat. Ouah, c'est miraculeux, mais franchement, c'est assez bluffant. C'est-à-dire que là, le sac, il est lesté, je l'ai pris à la main. Il doit y avoir 7-8 kilos de, je sais pas, de bouquins ou quoi dedans. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il pèse rien parce que tout le poids, on sent que le poids en fait est beaucoup mieux réparti et déporté au niveau des hanches. Effectivement, là, dans les bretelles, on sent les tiges en métal qui sont dures, mais franchement, c'est assez fou. On a l'impression que le sac est en apesanteur sur son dos. C'est fantastique. Il est réglé, là, il n'a plus rien. Là, voilà, c'est ça, exactement. Et donc là, moi, j'ai le modèle. Alors, il y a un modèle randonnée, c'est ça, Ça, c'est le modèle randonnée. Et celui-ci est le modèle scolaire. Bah oui, évidemment. Énorme enjeu. Effectivement, tout un marché. C'est formidable. Et en plus, ils sont jolis. Ouais, c'est ça, c'est des beaux sacs. Ils sont design. Vous êtes vraiment prêts pour tout. Ouais. Eh ben, bravo. Merci beaucoup. Vous repartez avec le sac à dos. Merci. Merci à tous les deux. Bravo. Vous pouvez récupérer votre trophée. Vraiment un grand bravo. C'est génial. C'est une très belle histoire. Merci. Franchement. Et demain, on aura tous vos sacs à dos Gravipack sur le dos. Merci. Merci. Anthony, on poursuit avec la catégorie, maintenant qu'on va découvrir qui est la catégorie artisanale. PME artisanale, là on est allé puiser dans les talents de la première entreprise de France. C'est ça le slogan de l'artisanat et c'est un slogan qui n'est pas usurpé. Je vais vous donner juste quelques chiffres pour qu'on prenne la mesure de ce que représente l'artisanat en France. 1 300 000 entreprises artisanales, plus de 3 millions d'actifs. Alors, je ne vais pas vous noyer dans les chiffres, mais c'est juste pour vraiment prendre un peu la température de ce secteur qui représente beaucoup. C'est vrai que ces derniers temps, on a eu tendance à diviser, vous savez, les commerçants, les artisans. Il y avait les essentiels et les non essentiels. Non, en fait, on se rend compte qu'ils sont tous essentiels. Je vous donne 2 derniers chiffres sans vouloir vous noyer. 300 milliards d'euros générés chaque année dans l'économie française. C'est 1/5 de la richesse nationale produite qui vient directement de nos artisans. Et au-delà de ces chiffres, nous, ce qu'on veut récompenser, évidemment, ce sont
des savoir-faire. Alors ça peut être une méthode de fabrication traditionnelle qui se perpétue depuis des siècles au sein de PME familiales. On en a plein chaque année. On a des souffleurs, des ébénistes, des quartzeurs, des fabricants de baromètres. Et puis on a aussi des artisans qui utilisent des technologies de pointe, de l'impression 3D, de la modélisation numérique, de l'intelligence artificielle. Et c'est ce cocktail là entre ces techniques ancestrales et ces technologies de pointe qu'on essaye de mettre en avant à travers ce trophée de la PME artisanale. Et pour le remettre, eh bien, on va accueillir tout de suite Patrick Labarre, le directeur de la Marketplace Amazon. Bonsoir. 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 Bonsoir Patrick Labarre, soyez le bienvenu. Vous êtes le directeur de la Marketplace Amazon. Évidemment, dans l'année qu'on traverse, on a redécouvert, alors on a découvert ce mot barbare de click and collect. On s'est rendu compte que les entreprises, pour survivre, et notamment les artisans, eh bien, il fallait aussi qu'ils existent sur Internet. C'est un vrai plus aujourd'hui d'exister, d'avoir une existence sur Internet. J'en suis convaincu. La France, vous l'avez dit, regorge de savoir-faire, de produits dans les régions qui sont incroyables. Mais trop peu d'artisans aujourd'hui franchissent le pas du digital. Ils voient ça comme compliqué, ils n'ont pas forcément les connaissances pour le faire. Et donc Amazon, depuis sa création et en particulier depuis son ouverture aux vendeurs tiers, a mis à disposition, a investi, a innové pour permettre à ces savoir-faire, à ces produits de rayonner. Plus particulièrement pendant la pandémie, vous l'avez dit, on a essayé de mettre en place des actions simples du type des webinars, donc des conseils en ligne, enlever les frais d'inscription, accompagner les artisans pour s'enregistrer sur notre plateforme. Et on veut amplifier encore cet effet à travers l'accès. Ça représente combien aujourd'hui d'artisans notamment? On a mis en place une boutique dédiée qui s'appelle Handmade pour les artisans et une autre pour les startups qui s'appelle Launchpad. Et donc c'est plusieurs centaines de startups et d'artisans qui aujourd'hui font rayonner leurs produits et leur savoir-faire, permettent à nos clients de mettre un nom, de visualiser leur atelier, etc. et de comprendre le produit. Et on imagine que c'est encore en plein développement. Absolument, il y a encore beaucoup à faire. Et vous l'avez dit, c'est un enjeu national important pour dynamiser l'économie. C'est de nombreux emplois. Et donc, on s'attelle à les aider avec la BPI, à travers l'accélérateur du numérique. On met un programme de formation gratuit pour tous ces artisans et toutes ces PME pour qu'elles puissent exporter, faire rayonner leur savoir-faire le plus largement possible. Et justement, on va les accompagner, et une en particulier, puisque c'est maintenant qu'on va découvrir la PME lauréat de la catégorie artisanale. Pour moi, l'artisanat français se décompose en deux axes, le savoir-faire avec la transmission du savoir-faire et la garantie du produit dans le temps, c'est-à-dire la capacité à réparer un produit tout au long de son existence pour pouvoir le transmettre de génération en génération. C'est une entreprise avec énormément de valeurs humaines et à la fois horlogères. Les techniques sont vraiment traditionnelles, artisanales, et il n'y a rien de plus beau que de pouvoir donner seconde vie aux montres des clients. Si j'avais à choisir une aiguille dans une montre, je prendrais sans aucun doute la trotteuse des secondes. C'est l'aiguille qui est toujours en mouvement. Ça reflète très bien notre entreprise où aujourd'hui on est continuellement contraint de se remettre en question et d'évoluer afin de transmettre notre artisanat aux générations futures. Bonsoir et bravo, Dany Royer. Vous êtes donc le président de Pékinier Horlogerie. On vient de découvrir votre entreprise, elle est extraordinaire. J'ai à mes côtés plusieurs de vos modèles qui sont vraiment magnifiques et qui sont presque le signe de la résistance. Parce que si j'en crois la découverte que j'ai faite de Pékinier Horlogerie, vous avez fondé cette société, elle a été fondée en 1973 à Morteau. Elle n'a jamais bougé depuis, elle est toujours dans les mêmes locaux et on pourrait presque dire que vous êtes le village gaulois qui résiste à l'envahisseur. Parce que, au fond, dans le monde de l'horlogerie, on parle surtout, notamment, des Suisses, des géants suisses. Et face à ces géants suisses, eh bien, il y a vous. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est une des dernières maisons horlogères françaises à concevoir et réaliser nos produits sur notre territoire. La principale... Ce qui est important pour nous, c'est de réaliser notre propre mécanisme d'horlogerie. Vous êtes les seuls, hein? Vous êtes les seuls à le faire, à avoir comme ça, à proposer vos propres mouvements manufacture. Ça veut dire quoi, ça? Alors,
Mouvement manufacture, ça veut dire qu'on l'a développé, conçu, réalisé, assemblé en interne et tout maîtrisé dans nos locaux à Morteau. J'ai adoré ce que vous disiez dans ce petit film où on vous découvre dans vos locaux. Quand vous dites si je devais garder une des aiguilles, je garderais celle des secondes parce qu'elle est tout le temps en mouvement. Vous imaginez bien que quand on fait de la radio, vraiment la ponctualité, la précision du mécanisme est essentielle. Donc, on va changer les horloges d'ailleurs. Ça nous parle. Franchement, ça nous parle. C'est un peu mieux que nos horloges, franchement. Particulièrement. Vous travaillez avec des partenaires locaux ? Oui, on travaille principalement qu'avec des partenaires locaux, tout dans un rayon d'environ 80 km autour de notre ville. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces modèles ? Alors là, les modèles que vous voyez, on a aujourd'hui deux mouvements qui sont déjà développés, le calibre royal et le royal manuel, qui équipent déjà nos produits. Et pour l'avenir, on est en train de développer un nouveau mouvement qui sera commercialisé courant 2021, le calibre initial. C'est inouï, hein. J'imagine que c'est très difficile de le montrer à l'antenne, mais en fait, on dirait des petits cœurs qui battent. Enfin, vraiment, on dirait des petits cœurs qui battent. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit ce mouvement à l'arrière qui est comme une pompe vivante. C'est féerique. Vraiment. Bravo. Ouais. Merci. Bravo. Merci à vous. Bravo. C'est exceptionnel. J'aimerais bien qu'on réussisse à voir ces petits cœurs qui battent, mais je ne sais pas si on peut s'en rendre compte en zoomant, mais c'est vraiment particulièrement beau et impressionnant. Bravo à vous. Vous pouvez récupérer votre trophée. Vous l'avez bien mérité. Bravo et merci. Merci à tous les deux. Merci. Anthony, on poursuit avec la catégorie solidaire. Oui. Alors, c'est la première fois qu'on remet ce trophée de la PME solidaire, mais qui est le reflet d'une tendance de fond dans le monde économique, qui est celle des entreprises à mission. Ce sont des entreprises qui prennent des engagements sociaux, environnementaux. Alors, ça peut sembler un slogan, hein, mais c'est un concept juridique depuis la loi Pacte de 2019. Concrètement, en fait, ce sont des entreprises qui vont définir dans leur statut une raison d'être et des objectifs. Alors, divers et variés, ça peut être favoriser l'économie circulaire, favoriser l'insertion, compenser ces émissions de CO2. Donc, donner du sens ou un autre sens au-delà de générer du profit, qui est le sens premier de l'entreprise, eh bien, à l'entrepreneuriat. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est de l'économie de bisounours, tout ça. Mais non, pas seulement. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'on se rend compte que ces entreprises à mission, elles ont aussi un intérêt pour, par exemple, les jeunes diplômés qui réfléchissent aussi en termes d'engagement, qui ne veulent pas s'engager dans n'importe quoi. Donc ça attire les jeunes talents. Les investisseurs aussi, qui ne veulent pas mettre leurs billes n'importe où. Maintenant, ils demandent beaucoup plus qu'une simple rentabilité financière. Ils regardent aussi ce que font concrètement les entreprises. On a beaucoup parlé des grands groupes. Danone, par exemple, première entreprise à mission cotée. Mais en fait, la grande majorité des entreprises à mission, eh bien, ce sont des PME. Et la crise du Covid, d'ailleurs, a accéléré cette tendance. Alors après, dans la pratique, ça ne se passe pas toujours aussi simplement que ça. C'est un peu comme pour la catégorie responsable et durable. Nous, on essaye évidemment de récompenser, non pas ceux qui disent, mais ceux qui font, c'est-à-dire ceux qui, dans le quotidien des salariés, dans l'embauche, dans le rapport avec leurs sous-traitants, mettent leurs actes en conformité avec leurs déclarations d'intention. C'est ça qu'on essaye de récompenser à travers ce trophée de la PME solidaire. Et pour le remettre, on va accueillir Emmanuel Pugliesi, le directeur exécutif entreprise SFR Business. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, soyez le bienvenu. Merci. Emmanuel Pugliesi. On peut donc faire du profit et être solidaire, les deux ne sont pas incompatibles. Absolument pas. Et on a vu pendant le confinement qu'il a fallu révolutionner complètement les modes de fonctionnement des entreprises. On a fait en sorte que toutes les entreprises intègrent complètement le nomadisme. Certaines s'étaient dit on va attendre 2 ans, on va faire ça progressivement, et du jour au lendemain, elles se sont retrouvées avec l'ensemble de leurs salariés qui se trouvaient à domicile. Ouais. Ça a été une véritable révolution pour eux, et donc on a travaillé pour leur apporter ce nomadisme, c'est-à-dire plus de haut débit pour accéder à leurs locaux, à leurs bureaux, à distance, plus de sécurité sur leur ordinateur portable, puisqu'ils avaient accès à leurs données à distance. Donc quand vous êtes une entité régalienne, quand vous avez des collaborateurs qui sont dans des agences qui se retrouvent à domicile, c'est un vrai bouleversement pour eux, mais également pour tout l'informatique. Et donc on a été amené à les accompagner du jour au lendemain pour mener cette transformation. Oui, il a fallu s'adapter en plus très très vite, sans avoir été prévenu, ça nous est tombé dessus. Certains étaient prêts, d'autres ne l'étaient pas. Ceux qui étaient prêts, on a juste fait des évolutions très simples. On leur a donné plus de débit, on leur a donné plus de logiciels pour équiper plus d'ordinateurs portables. D'autres ne l'étaient pas. Du jour au lendemain, il a fallu qu'ils achètent des ordinateurs portables, puisqu'il y avait des ordinateurs fixes.
Il a fallu qu'ils leur apprennent à leurs différents collaborateurs à utiliser ces différents outils, une vraie révolution, beaucoup plus de formation. Et donc on a été en mesure de les accompagner au quotidien, parfois avec quelques difficultés, puisqu'il a fallu déployer de la fibre dans des locaux, avec les difficultés du quotidien qu'on a pu rencontrer pendant le confinement. Et donc on a réussi à relever ce challenge. Et puis il y a évidemment un nouvel enjeu avec la 5G. On ne va pas rouvrir le débat ici, il est complexe. Mais du point de vue des entreprises, est-ce que ça veut dire que ça ouvre des nouveaux services, des nouvelles possibilités ? Avec la 5G, on rend possible ce qu'on faisait avec la fibre, c'est-à-dire en mode statique, on le rend possible en mobilité. Un petit peu sur les médias, on l'a déjà fait, puisque il y a quelques années, pour aller faire un tournage dans la rue, il y avait 2 personnes derrière le caméraman avec une caméra qui pesait plusieurs dizaines de kilos, parfois un camion de régie. Aujourd'hui, on voit que les choses se passent directement avec un téléphone portable. Avec la 5G, on va faire la même chose sur plein d'utilisations différentes. Quelques exemples que je peux citer. La médecine. Aujourd'hui, on sait faire des opérations à distance. Sauf qu'il faut que le médecin, le chirurgien, soit dans un hôpital souvent et se connecte depuis des réseaux fibrés vers un autre hôpital. Demain, on peut imaginer que dans des situations d'urgence, on puisse mener des interventions médicales, chirurgicales, à distance, jusqu'à un camion de SAMU, par exemple, qui aujourd'hui est organisé pour pouvoir stabiliser le patient, pour l'emmener à l'hôpital. Peut-être que demain, on pourra intervenir directement à distance. Et ça, c'est la mobilité. Exactement. Découvrons justement ensemble le lauréat de la catégorie solidaire. Roger Voice est inspiré du terme Roger qui, dans l'aviation, dans la radio, signifie reçu et compris. L'application permet à une personne sourde ou malentendante de pouvoir téléphoner. Sur son écran, elle voit soit une interprète à langue des signes, soit la transcription écrite. C'est en effet la traduction de tout ce que votre interlocuteur dit au bout du fil. Ma plus grande fierté en ayant rejoint Roger Voice, c'est de porter les couleurs de Roger Voice tous les jours et c'est de faire connaître cette solution qui est très peu connue vis-à-vis des 1/10 de la population qui est atteinte de surdité aujourd'hui en France. Je voudrais que les gens puissent comprendre le sous-titrage au téléphone comme aujourd'hui. Ils se disent c'est normal d'avoir du sous-titrage à la télé. Bonjour et bravo Olivier Janel, vous êtes donc le fondateur de Roger Voice, on vous a découvert dans ce petit film. Vous avez créé cette entreprise en 2013 à Paris. 6 millions de sourds et de malentendants en France, dont 500 000 personnes que la surdité empêche de téléphoner et empêche du coup pour beaucoup aussi de pouvoir travailler dans leur vie quotidienne. C'est pour leur venir en aide, c'est pour vous venir en aide, puisque vous-même, vous êtes malentendant. L'idée, c'est donc de pouvoir sous-titrer les conversations ? Absolument, absolument. C'est une possibilité pour les personnes malentendantes de pouvoir participer, comme tout le monde, à des démarches de la vie quotidienne, que ce soit pour appeler les proches, que ce soit pour contacter les services. C'est vraiment aujourd'hui de plus en plus visible l'importance de la voix dans la téléphonie, puisque avec le confinement que nous avons vécu, on se rend compte de l'importance de pouvoir garder le contact à distance. Et ça, on imagine que ça va libérer un certain nombre de personnes qui justement vivaient dans cet isolement. Nous, on a traversé l'isolement cette année, mais on n'imagine pas à quel point cet isolement peut être lourd quand on ne peut pas parler, quand on ne peut pas justement se téléphoner, et vous allez les sauver. Absolument. C'est vraiment une mission que nous avons, que de permettre aux personnes d'avoir cette liberté, cette autonomie, de pouvoir appeler par eux-mêmes et non dépendre d'autres personnes ou de faire des solutions bis, comme dire. Il est encore aujourd'hui très important, le canal de la voix dans la relation entre personnes, que ce soit entre proches, mais aussi pour les services clients. Ce qui nous a plu particulièrement dans votre dossier, c'est non seulement que l'objet que vous avez créé, l'objet de votre entreprise, c'est d'aider les malentendants, mais dans votre entreprise, vous êtes aussi très sensible à la question de l'emploi des personnes malentendantes. Et là, clairement, on l'a découvert aussi en préparant aussi cet entretien avec vous, il y a un vrai problème en France. Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être davantage mis en lumière, que les personnes qui ont parfois des barrières à l'inclusion, que ce soit en entreprise ou dans la vie de tous les jours, c'est très souvent lié à l'environnement. Quand on résout
cette problématique liée à l'environnement, on donne toutes les possibilités à ces personnes de travailler avec les compétences qu'ils ont. Ils en ont plein. Et donc, vous allez aussi, à travers cet outil, à travers votre entreprise, les aider à accéder davantage et à plus avoir cette barrière-là. Merci beaucoup et bravo à vous, bravo Olivier Janel, fondateur de Roger Voice. Vous pouvez récupérer votre trophée. Franchement, bravo. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci, au revoir. Alors sur cette catégorie, Anthony, on a eu quand même aussi un autre coup de cœur, un coup de cœur du jury. C'est toujours pareil, les jurys, ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord, il y a des crève-cœurs incroyables. Non mais c'est vrai. Et donc on a quand même voulu prendre le temps de faire un petit moment d'attention pour... Une mention spéciale. Une mention spéciale, on va le dire comme ça. Une mention spéciale pour une dernière PME, il s'agit des jardins de Gaïa. Et on va accueillir alors par Skype, en visio, Arlette Romer, la fondatrice des Jardins de Gaïa. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. On voulait en fait simplement vous saluer ce soir parce qu'on a beaucoup aimé l'histoire de votre entreprise. Les Jardins de Gaïa, c'est une entreprise qui est dans le Bas-Rhin, qui a été fondée en 1994 et qui justement s'engage depuis 25 ans pour le thé bio et équitable. Au fond, ça veut dire que vous avez créé, avant que nous-mêmes on ne crée cette catégorie solidaire, vous avez été parmi les pionniers de cette économie solidaire. C'est vrai, c'était une évidence en fait. Quand j'ai démarré l'entreprise, j'avais envie de faire du thé, puisque le thé et les plantes c'était ma passion. J'ai eu la chance quand j'étais jeune de connaître la bio grâce à un prof au lycée, et donc c'est évident que si je fais ça, ça soit en bio. Donc ça c'était le début. Et pour trouver donc ces producteurs, puisqu'il n'y en avait quasi pas, c'était vraiment le tout début de la bio, j'ai commencé à me déplacer, à aller sur place, et en fait c'est comme ça que j'ai rencontré les bonnes personnes, je pense, et qui sont toujours encore aujourd'hui nos partenaires. Donc en plus c'est durable, durable. Voilà, donc il y en a avec qui je travaille depuis plus de 25 ans, effectivement. Il y a bien sûr des nouveaux qui se sont rajoutés, et c'est un peu comme une famille la bio. Et la bio et le commerce équitable, en fait les gens se connaissent et en fait échangent. Et donc forcément, si vous en connaissez 2, 3, si vous travaillez bien avec eux, vous allez en rencontrer d'autres, et c'est ce qui est passionnant aussi. Pas trop de difficultés avec le confinement à pouvoir poursuivre l'approvisionnement ? Alors, ça a été un petit peu compliqué, donc déjà compliqué pour le voyage, puisque j'ai fait mon dernier voyage, je l'ai fait jusqu'à mi-février, j'étais en Afrique du Sud, donc c'est un voyage que je fais tous les ans parce que c'est des petits producteurs et j'ai besoin d'y aller pour faire avancer les choses. Puis après, tout le reste a été annulé, et donc c'est vrai que les premières récoltes du printemps, donc en Inde, ça a été compliqué puisqu'ils étaient confinés, et donc je crois c'est le 13 avril, le jour de mon anniversaire, où ils ont pu recommencer à travailler, alors que normalement ils auraient dû commencer mi-mars. Et donc le fait d'avoir des partenaires, ils ont vraiment essayé de faire tout ce qu'on voulait, et donc ils nous les ont envoyés. Exactement. Et que vous travaillez avec eux. Et en plus le jour de votre anniversaire. Merci à vous et bravo. On voulait vous donner aussi ce coup de chapeau, coup de chapeau et coup de projecteur sur les Jardins de Gaïa. Et bien voilà, on a fait le tour de toutes ces catégories. Déjà Anthony, ben oui déjà, parce qu'en fait on est tellement passionné par toutes ces histoires que le temps passe bien vite en effet. Grande fierté d'avoir pu accompagner toutes ces entreprises. Quand on écoute toutes ces histoires, on se dit vive la France. Tous les matins, on les entend dans Apolline Matin, ces entrepreneurs, on leur donne la parole, ces artisans, ces commerçants. Et bien, on est très heureux de poursuivre l'aventure. Ouais, on vous avait promis une bouffée d'optimisme. J'espère qu'on a délivré sur notre promesse. Mais enfin là, on a eu quand même des histoires assez incroyables. Donc vraiment un grand bravo à tous nos lauréats, évidemment. Et puis, un grand merci aussi à tous nos partenaires sans lesquels cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Je vais en citer quelques-uns. La Mutuelle Générale, Amazon, l'APEC, Opéra Énergie, Inextinso, France Num, l'AFNIC, SFR Business, les chambres de commerce aussi et d'industrie qui nous accompagnent depuis le début de cette aventure. Et puis, un merci tout particulier aussi à Michel Picot, à Juliane Antoine et à l'ensemble des équipes qui ont permis la réalisation de cet événement dans ce contexte très particulier. Très particulier, et justement, on vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour la 12e édition, et on se dit plus que jamais, vivement l'année prochaine.